Eh bien bonjour à tous, on est à Savigny-sur-Orge aujourd'hui. On va aller à la rencontre de Mathieu Pinto qui a 3 agences. Il a arrêté l'école à 15 ans, il va nous raconter son histoire. Allez, c'est parti. Merci de nous recevoir Mathieu. Avec plaisir Bruno. L'idée aujourd'hui c'est de revenir sur ton histoire et donc on va revenir sur la genèse. Qu'est-ce que tu as eu comme parcours scolaire? Qu'est-ce que tu as fait? Écoute Bruno, moi j'étais pas quelqu'un qui aimait du tout l'école en fait. J'ai arrêté l'école à 15 ans. D'accord. À partir de 15 ans, je suis parti justement m'orienter sur les marchés parce qu'il fallait bien que je travaille. Mes parents m'ont pas laissé dire tu traînes dehors entre guillemets. Donc je me suis orienté sur les marchés en tant que vendeur de fruits et légumes. J'ai fait ça jusqu'à mes 18 ans. J'ai eu toujours cette envie de pouvoir garder cet esprit entrepreneurial et donc du coup j'ai pu avoir l'opportunité de racheter une place de marché. À 18 ans, je rachète ma première place de marché. Puis avec le fil du temps, j'ai pu en acquérir 2-3 et j'ai fait ça pendant quasiment 7 ans. Et c'est quoi une place de marché? Une place de marché, c'est quoi? C'est en fait un stand que tu as sur un marché couvert. D'accord. Et tu exposes tes produits. Donc moi en l'occurrence des fruits et légumes. Le client vient à toi, donc tu as des horaires d'ouverture, de fermeture et c'est souvent tôt le matin. Et donc pour avoir une place de marché, il faut avoir créé une société? Exactement. Donc tu as été entrepreneur très tôt alors? Dès le plus jeune âge. Et pourquoi tu t'es orienté vers l'entrepreneuriat et pas pour te dire je veux faire un poste de salarié classique? Alors moi je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout les ordres. Donc j'ai D'accord. besoin justement plutôt orienter soit du personnel, des collaborateurs vers la même vision que je peux avoir vraiment. Et ça tu l'as fait pendant combien de temps? 7 ans. 7 ans. Donc du coup tu allais à Rungis tôt le matin. Ah bah c'est simple, moi je me levais à 2 h du matin, je prenais mon petit camion, j'allais acheter mes fruits et légumes, je les sélectionnais pour mes clients et après on arrivait sur les coups de 4h30, 5h sur les marchés pour exposer justement nos produits. Au bout de 7 ans, tu te dis j'ai fait le tour, je veux faire autre chose? Totalement. En fait c'est plus une vision de vie. Se lever à 2 h du matin, rentrer chez soi à 16 h. C'est pas forcément ce que je recherchais. À l'époque, ma société, elle dépendait vraiment de moi. Je recherchais plutôt un cadre de vie complètement différent, plus piloter une société, pas travailler pour ma boîte, mais que ma boîte travaille pour moi. Et donc, chercher justement une nouvelle orientation professionnelle avec qui ça pouvait fonctionner. Et comment tu es venu à l'immobilier? Grâce au marché, j'ai pu m'initier un petit peu dans l'immobilier. J'ai pu acquérir 1 ou 2 appartements que j'ai pu mettre en location, qu'après j'ai revendu aussi in fine. Donc, j'ai touché un peu goût à l'immobilier. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire, sachant que pour moi, l'immobilier, c'est un métier aussi d'avenir. C'est pas un métier qui pourrait être remplacé par l'IA ou quoi que ce soit. Je pense que des agents, on va en avoir besoin aujourd'hui, on en aura besoin demain aussi également. Donc ça, je pense que c'était aussi une valeur qui était importante pour moi. Là, tu te dis, ok, je veux changer, me réorienter. Comment ça, tu l'as vendu ta société? Qu'est-ce que tu en as fait? On n'a pas trop vraiment le droit de vendre des places de marché. D'accord. Parce qu'officiellement, une place de marché, c'est à ton nom propre. Tu fais une passation de fonds de commerce, on va dire, pour que ton futur collègue puisse récupérer ta place, quoi. Et tu t'es dit, ok, donc j'ai une appétence pour l'immobilier. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as rencontré des enseignes, tu t'es dit, je vais le faire tout seul. Comment tu as fonctionné? En fait, j'ai commencé à faire mes petites recherches, moi, sur Internet. Parce que déjà, je voulais pas le faire tout seul. J'avais besoin, je pense, d'être accompagné, notamment par une franchise. Donc, je me suis renseigné un petit peu sur Internet. Quelle enseigne pouvait proposer ça? Quels étaient les avantages, les inconvénients? Et je me suis orienté naturellement vers la forêt. Tu t'es dit, je veux faire de l'immobilier. La forêt, comment ça, tu nous as vu où? Comment tu as pu nous rencontrer? J'ai, avec ma compagne, acquis le premier bien via une agence La Forêt. Ouais, où ça? À Athis-Mons. Ah, ok. Donc vraiment juste à côté. L'expérience et le ressenti client, franchement, il était super agréable. Et donc je me suis dit, pourquoi pas la forêt, quoi. Comment tu nous as contacté? Tu as fait une demande de dossier? C'est ça, sur Internet. Sur Internet? J'ai envoyé ma candidature. J'ai été rappelé, je sais plus, 24 heures après, 48 heures après, par le service développement. Et celui-ci m'a vite fixé un rendez-vous téléphonique et après un rendez-vous au siège. Là, à cette époque-là, tu ne savais pas encore que tu allais reprendre une agence? Non. Tu pensais venir pour faire une création? Totalement. Je n'avais même pas encore vendu mes places de marché en fait. D'accord. J'étais juste dans cette philosophie de recherche. Et finalement, tout s'est enchaîné et s'est fait très vite alors? Ah, totalement. Alors, ce qu'il faut te dire, Bruno, c'est que moi, derrière, j'étais gérant. Donc, en fait, j'avais pas d'aide. Donc, le jour où j'arrêtais mon travail, il fallait que j'ai soit un peu d'économie de côté, soit je reprends une activité plutôt assez rapidement. C'était aussi le deal avec la forêt, c'était que si derrière on s'engageait et je me lançais chez la forêt, il fallait que je puisse acquérir rapidement une agence pour pouvoir justement
Démarrer tout de suite. Démarrer tout de suite. Ok, tu as rencontré l'un de nos chargés de développement, tu as dû voir Iman, je crois. Exactement, c'est Iman. Elle t'a tout de suite orienté vers une reprise? Pas vraiment. En fait, elle a creusé un petit peu mon projet. Il n'y avait pas vraiment de reprise de disponible. On s'était orienté potentiellement sur une création. Et puis au fil des semaines, Iman elle a eu une opportunité de me dire écoute Mathieu, j'ai une agence qui se libère là, sur tel secteur. En plus, ça m'arrangeait parce que justement, c'était juste à côté de chez moi. Moi, de mon côté, je lui ai dit ouais, forcément, ça pourrait vraiment m'intéresser. À ce moment-là, on a fixé un rendez-vous directement en agence pour pouvoir déjà que je rencontre le franchisé, voir les lieux aussi également et me parler un petit peu de l'agence et de son expérience aussi. Donc là, il y avait un problème qui est arrivé tout de suite, c'est que tu n'avais pas accès à la carte. Exactement. Moi, j'avais pas de diplôme. Donc on t'a orienté vers notre parcours qui donne accès à toutes les cartes. C'est ça. C'était dur ou pas? C'est pas que c'était dur, parce que je pense que quand tu as envie de quelque chose, tu y arrives, en fait, tout simplement. Psychologiquement, se dire je repars à l'école, ça, c'est pas évident. Donc, non, je dirais pas que ça a été dur, ça a été intense. Du coup, tu passes le passeport pour obtenir le diplôme. Tu as 23 ans? C'est ça. Ok, donc ça veut dire qu'en fait, tu arrives à avoir un master à peu près à l'âge où les étudiants ont leur master. Exactement, sachant que j'ai arrêté l'école à 15 ans, juste avant. Ouais. Donc, ouais, effectivement. Ce qui est intéressant dans le parcours, c'est que tu as été mélangé avec d'autres personnes Oui. qui, eux, n'avaient pas forcément 23 ans comme toi. Exactement, j'avais des personnes qui justement n'étaient pas très loin de la retraite. Hein. Ouais. Moi je pense à un ami qui s'appelle Olivier qui a ouvert une agence à La Forêt. Il avait 53, 54 ans quoi. Et c'était pourtant, il avait un bon poste, hein. Il était cadre sup ou autre. Et à l'inverse, on avait aussi des personnes qui étaient eux-mêmes initiés du réseau. Donc c'était des collaborateurs, des négociateurs. Ouais, qui devenaient franchisés. Qui sont devenus franchisés, exactement. Là, on arrive à obtenir la carte. Reste une seule chose à faire, c'est financer l'agence. C'est ça. La Forêt t'aide. Ils ont des partenaires bancaires qui justement permet un montage de dossier, donc avec Christophe. Christophe te prépare ton business plan, ton bilan prévisionnel, etc. et autres, qui va permettre justement de le présenter aux banques. Une fois que ton dossier est complètement prêt, Christophe il l'envoie à tout le monde. Et à ce moment-là, tu vas avoir les établissements bancaires qui vont commencer à rentrer en relation avec toi. Et juste pour ceux qui nous regardent, Christophe, chez nous, c'est celui qui monte les dossiers de prêt. Son rôle, c'est de suivre tous les franchisés de la signature jusqu'à l'ouverture de leur point de vente. Et ça fait 15 ans qu'il fait ça avec moi et on touche du bois. À chaque fois, on a un financement. Et est-ce qu'ils t'ont pas dit, tu as 23 ans, tu rachètes une agence, est-ce qu'il n'y a pas eu un barrage en te disant tu es trop jeune ou... Ah totalement. J'ai eu quasiment presque que des refus de prêt. Hein. D'accord. Et pourtant aujourd'hui on est là et on a bien les agences. Donc non, ouais, les banques ne voulaient pas. Principalement c'était un seul point, c'était manque d'expérience. D'accord. Alors, ce qui avait vraiment aidé, et il y a un partenaire banquier qui nous a suivis sur ça, c'est parce que j'étais accompagné d'une franchise. Et une franchise qui elle est reconnue notamment. Donc l'aide, les outils que la franchise pouvait mettre à disposition pour nous en tant que franchiseur, derrière ça pouvait permettre justement une acceptation de dossier. C'est quelle banque qui t'a suivi? LCL. Donc là, on a des banques qui nous ont dit non. Le LCL te suit. On a donc déblocage des fonds, tu peux racheter le fonds. C'est ça. Comment ça se passe? Tu arrives, tu as les clés d'une agence, tu as des équipes qui sont déjà là. Comment tu fonctionnes? En parallèle du passeport, Oui. j'ai fait la fac. Ouais. Donc en fait, tu as deux solutions. C'est soit tu fais d'abord ton passeport et après tu fais la fac, ou soit tu fais passeport plus fac en même temps. Toi, tu as fait la version hard. Et c'est ça, tu fais la version, allez, on te met direct dans le bain et tu fais tout. Donc une semaine passeport, une semaine fac, une semaine passeport, une semaine fac. Ça a duré plusieurs semaines. De mémoire, je crois que j'ai eu le passeport sur la première semaine de septembre, j'ai passé les examens, donc le mémoire. Et en parallèle, du coup, avec la fac, tu vas pouvoir aussi intégrer quelques agences. Donc j'ai pu faire 2-3 agences, puis j'ai pu voir plusieurs franchisés pour justement apprendre de leur méthode dans un premier temps, me rendre compte c'était quoi vraiment en tant que chef d'entreprise, pouvoir gérer, piloter une agence, prendre du plus, prendre du moins, etc. Enfin vraiment faire ma propre expérience sur ça pour que justement au moment de la reprise, que je puisse appliquer les choses que moi je trouvais les plus intéressantes à mettre en place sur l'agence. La fac, c'est la formation approfondie au conseil immobilier. C'est une formation où il y a 5 semaines de formation théorique et avec des formations pratiques. Et comme Mathieu l'a fait, il a alterné la fac et le passeport. C'est fait pour pouvoir monter les deux dossiers en même temps. Et ça a été justement, Bruno, un élément important pour moi sur le principe où quand je recherchais une enseigne qui pouvait m'accompagner dans mon projet, ces aides à la formation, cet accompagnement-là,
Malgré plusieurs comparaisons, il n'y avait aucune qui apportait autant d'accompagnement, de formation. Et dans un délai qui était plutôt assez raisonnable en plus de ça. Ok, et tu as contacté beaucoup d'autres marques en franchise? 3 au total. 3? Je pense que tu dois connaître 3 grosses enseignes. Hein. D'accord. Donc, Qui sont dans le groupe maintenant? Ouais, qui sont dans le groupe Arch. Ok. Le fait d'avoir l'alternance de la fac et le passeport, d'aller tous les jours en cours, toi qui avais arrêté à 15 ans l'école, est-ce qu'il n'y avait pas un niveau de difficulté trop important? Ça a été plutôt un stress en fait. Pas de la difficulté, c'est se dire, moi déjà j'étais nul à l'école. Je crois que j'ai jamais eu une note au-dessus de 10 sur 20. Donc je me dis, là je vais devoir aller chercher des performances, faire un mémoire et repartir à l'école. Donc réécrire, réapprendre, écouter aussi, parce qu'on a eu beaucoup d'interlocuteurs qui sont venus justement nous apprendre, piloter, orienter, manager aussi des collaborateurs. Une fois que tu rentres dedans, tu te mets vite dans le bain et puis ça coule. C'est pas comme une école. T'es pas assis, t'écoutes et puis tu fais tes devoirs. Non, rien à voir. Et sur la partie compta, c'était pas trop chaud? Bah, on a un partenaire, P2R, qui aujourd'hui s'occupe de moi et qui s'occupe des agences, qui t'oriente en fait, qui te conseille aussi, beaucoup sur le point de vue aussi des créations de sociétés, si tu pars en SAS, si tu pars en SASU, etc. Et puis t'orienter aussi sur des montages un peu plus complexes comme création d'holding ou autre, pour pouvoir acheter tes murs ou peu importe quoi en fait. Quand tu as fait ton montage de dossier bancaire, tu as réussi aussi à débloquer un prêt d'honneur. Exactement. Alors moi, dans ma région, ça s'appelle Initiative SN, Réseau Entreprendre, je crois, si je ne me trompe pas maintenant, qui peuvent t'accompagner à hauteur de 50 000 euros à taux zéro. Tu passes devant un jury, tu exposes ton dossier et puis tu essaies d'obtenir justement cet accompagnement à taux zéro. Ils t'ont posé quoi comme question? En fait, il faut connaître ton dossier par cœur. Donc, parallèlement, tu l'as construit avec Christophe. Tu connais tous tes chiffres, tu connais l'orientation, tu connais la vision que tu vas emmener sur ta future agence. Donc, en fait, ils te remettent un peu les mêmes choses que tu connais sur ton dossier. Tu seras où dans un an? Comment tu vas recruter? Combien de collaborateurs, salariés? À quel poste? Etc. Donc, une fois que tu connais vraiment ton dossier, il n'y a aucune raison que Réseau Entreprendre ne te suive pas. Plus tu mettais de collaborateurs dans l'agence, plus tu avais une enveloppe importante. En fait, ils te disent en gros, si tu fais un salarié, bah, tu as le droit à tant. Si tu fais 2 salariés, tu as le droit à tant. L'objectif, c'est justement leur dire, alors peut-être pas dans l'instant T, mais sur du N+2, N+3, dire, in fine, j'aurai 2, 3, 4 salariés dans mon agence. Oui, ils veulent soutenir la transmission d'entreprise et surtout la création d'emplois. Oui. Comme toi, tu n'avais pas accès à l'AROS et l'aide au retour à l'emploi, parce que tu étais entrepreneur avant, quand les premiers mois se sont lancés, l'agence, comment tu as pu faire face? Tu as mis de l'argent de côté, comment tu as pu faire face à tes charges perso? Moi, j'ai eu 2 leviers. Le premier, c'est la vente de mes places de marché, ce qui m'a permis d'avoir une partie de l'apport pour constituer mon dossier et mon financement sur l'agence. Et la deuxième, c'est, comme je t'avais dit avant, j'ai pu faire quelques petits investissements dans l'immobilier. J'ai revendu un appartement, ce qui m'a permis de gonfler considérablement mon apport. Donc j'ai une partie de mon apport qui est partie directement dans mon nouveau projet et j'ai gardé l'équivalent de 30-40 000 euros pour pouvoir me dire sur les 2 prochaines années, go, j'utilise que cet argent-là et l'agence, j'augmenterai sa trésorerie petit à petit. Donc là, tu arrives, tu as les clés de l'agence, c'est ton premier jour. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Franchement, j'étais déjà super content. En vrai, je me suis fait une petite vidéo sur les réseaux pour dire j'ouvrais ma première agence, etc. et tout. Non, franchement, incroyable. Comment ça se passe, première journée? Déjà, tu es accompagné par ton développeur. Donc moi, c'était Delphine qui justement, première journée, t'accompagne, présente aussi parce que j'ai dû me présenter aux collaborateurs, remettre les petits points. Première réunion d'équipe, principalement. Je leur explique qu'est-ce que je veux. Comment on va avancer et comment on va développer cette agence. Sachant que pour la petite information, l'agence que j'ai reprise de Savigny-sur-Orge était en sous-développement. Donc il manquait des collaborateurs, le chiffre d'affaires n'était plus là, on avait peu de parts de marché sur la ville. Donc en fait, indirectement, il fallait tout reprendre. Donc première chose que je fais, c'est déjà je me mets la tête dans les comptes et je regarde quelles sont les charges importantes et qui ne servent pas à grand chose. Qu'est-ce que je supprime, qu'est-ce que je garde, entre guillemets. Une des grosses charges qui était là, c'était le local. Aujourd'hui, j'avais un local qui coûtait plus ou moins 3 500 euros par mois. Une charge trop importante pour l'agence. D'ailleurs, j'ai été chercher un meilleur local. Donc, meilleure situation géographique, plus de visibilité et beaucoup moins cher parce que d'ailleurs, aujourd'hui, on paye 1 200, 1 300 euros par mois. Donc, une économie énorme pour une agence. Tes 6 premiers mois, tu as mis en place ce que tu as appris en formation? Totalement, exactement. Piloter justement une société, c'est de réduire les coûts pour maximiser le bénéfice.
pas d'impact au niveau des clients que l'agence déménage? Au contraire, parce qu'en fait, il y a quelques années en arrière, l'agence était située à quelques pas de là. Donc en fait, les gens, ils s'étaient même pas rendu compte que l'agence a été déjà déplacée. Donc pour eux, en fait, elle était toujours ici présente. Là, tu arrives, donc tu restaffes ton agence. C'est difficile de trouver des collaborateurs? C'est super compliqué. Alors, on va dire que j'ai cette chance-là, moi, c'est de pouvoir recruter facilement. C'est pour ça que j'ai intégré aussi le conseil de recrutement chez La Forêt France pour pouvoir donner des petites astuces aux franchisés pour pouvoir recruter. Donc, je récupère l'agence, j'ai 2 collaborateurs et une assistante. Moi, n'ayant pas d'expérience dans l'immobilier, je me mets face à 2 collaborateurs qui ont de l'expérience dans l'immobilier. Et ça, c'est pas évident de pouvoir se positionner, de pouvoir manager ces 2 collaborateurs-là parce que tu as une crédibilité qui n'est pas là, en fait. Et donc, avec une bonne relationnelle, leur montrer que j'avais envie, ils ont su me faire confiance, ils ont su m'écouter. J'ai appris beaucoup de eux aussi. Et ça, je pense que ça a été ma force lors de la reprise. Et justement, on est parti sur une relation où, pour recruter, il fallait qu'on soit visible. Un peu comme tu dois vendre un bien. Donc, on a multiplié les supports. Ça peut être Recrutimo. D'ailleurs, on a des partenaires, si je ne me trompe pas. Présent sur Le Bon Coin, présent sur les réseaux sociaux, tu fais jouer ton relationnel. Et puis, tu es en mindset de dire n'importe où, tu recrutes. Donc, moi, j'allais bouffer au resto. Et je voyais une serveuse qui était bien ou un serveur qui était bien. Je lui proposais direct de pouvoir peut-être partir dans l'immobilier. En fait, il faut avoir vraiment cette vision de dire n'importe quand je peux recruter, il faut que je recrute des bonnes personnes dans le commerce. Combien tu as de personnes sur cette agence maintenant? 9 collaborateurs sur Savigny sur Orge. Tu es passé de 3 à 9. À 9. Parfait. Exactement. Les personnes que tu as recrutées, c'est des personnes qui avaient de l'expérience dans l'immobilier ou des personnes qui n'en avaient pas du tout? Aucune personne que j'ai recrutée avec de l'expérience dans l'immobilier. Ouais, donc tu as formé à tes méthodes. Alors exactement. En fait, comment on a fait, c'est que dans un premier temps, on les forme en interne, en agence. Donc déjà, on les met en place avec des accompagnements avec d'autres collaborateurs. Qu'est-ce que c'est une visite? Comment ils vont faire des rendus d'estimation ou une estimation complète? Et puis derrière, on a un accès à Campus chez La Forêt. Donc, c'est des formations qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des micro-formations, donc ça c'est bien parce que c'est des formations de 10 minutes, ça ne prend pas la tête en plus de ça. Et ça permet d'appuyer sur des points importants de l'immobilier. Comment faire une prise de mandat par exemple, etc. et autres. Et derrière, les collaborateurs, en plus de la formation avec leurs collègues, ils vont former sur des micro-formations. Une fois qu'ils sont bien, qu'ils ont appris quelques mots, quelques langages de l'immobilier, je les envoie quelques semaines après en formation au siège. Donc un Prima, exact. Pour que justement ils puissent être piqués sur les méthodes de chez La Forêt et les méthodes de l'immobilier. Le fait de prendre des personnes qui ne sont pas issues de l'immobilier, que tu formes à un nouveau métier, est-ce que tu constates que tu as plus de fidélité? Les gens restent plus longtemps, tout va dépendre. En fait, si en face de toi, tu as un collaborateur qui est motivé, qui veut apprendre, qui a cette envie de se développer aussi, il va rester en fait. Il n'y a pas de raison qu'il ne reste pas avec les méthodes et les formations qu'on lui apporte. Parce que c'est peut-être la plus grande crainte des nouveaux collaborateurs, c'est de se dire je me lance dans un métier que je ne connais pas. Et ce n'est pas un métier facile, parce qu'on pourrait croire qu'on n'est pas à la télé. On n'ouvre pas des portes et puis hop, c'est bon, on a vendu la maison. Non, il y a quand même un tas d'éléments juridiques, techniques, tant moins sur les diagnostics, sur plein d'autres choses, qui fait qu'aujourd'hui, l'immobilier fait peur à des reconversions professionnelles. Donc là, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, nous, on les forme, on les accompagne, et puis ils ne sont pas tout seuls en fait. C'est surtout ça. C'est que n'importe quand, à n'importe quel moment, soit leurs collègues, soit moi, sommes présents pour pouvoir justement les aider, les accompagner dans leurs questions. Et donc du coup, tu as une agence qui fonctionne bien, et tu te dis, tiens, ça serait peut-être bien d'en avoir une deuxième. Alors presque ça Bruno, en vrai. En fait, dans mon recrutement, j'avais 2 collaborateurs qui étaient plutôt performants en plus de ça. Ils sont venus me voir un matin parce que je fais des réunions, alors plutôt annuellement. Première réunion de l'année, janvier 2024. Je fais le point avec ces collaborateurs-là et puis je leur dis qu'est-ce qu'on fait cette année, comment on va développer, comment je vais vous aider, etc. Et puis j'ai ces 2 collaborateurs qui me disent écoute Mathieu, je suis désolé, mais on va arrêter cette année ensemble. Je creuse un peu, etc. Et en fait, ils veulent devenir franchisés. C'est aussi bien parce qu'aujourd'hui, les réseaux permettent de pouvoir orienter des collaborateurs, donc de pouvoir augmenter leur capacité sur ça. Ils m'ont dit, écoute, on veut ouvrir notre propre agence. Maintenant, entre guillemets, on a 2 solutions. On sait comment tu travailles, on t'apprécie beaucoup. Donc, soit on y va tout seul et puis Mathieu, merci, au revoir. Soit on y va ensemble et on va aller faire du business ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, du coup, en juillet 2024, je m'associe avec mes 2 collaborateurs qui travaillaient avec moi
sur la reprise de l'agence de Chili Mazarin. Ils ont accès aux cartes? Zakia avait l'accès aux cartes. Ouais. Notre collaborateur qui était Samy, non, n'a pas d'accès aux cartes. Parallèlement, du coup, elle a fini ses formations parce qu'elle était courtière à l'époque. Donc, elle a relancé l'obtention de sa carte professionnelle pour pouvoir acquérir l'agence. Donc là, tu as 2 points de vente. À ce moment-là, ouais, juillet 2024. Et tu te dis, tiens, on a peut-être une autre opportunité. Et tu as eu une agence d'un autre réseau, d'un réseau rouge. Oui, c'est ça. Elle a fait quoi? Elle a liquidé? En fait, elle était en difficulté complète, financièrement et puis surtout au niveau du staff et autres. C'est une agence qui avait plus ou moins 10 ans d'expérience sur le marché. Pour des problèmes personnels, la gérante n'était plus du tout présente. Donc, sur Saint-Pierre-du-Perret, c'est ça? Sur Saint-Pierre-du-Perret. Et donc du coup, la gérante n'était plus présente, les collaborateurs géraient eux-mêmes carrément la comptabilité de la boîte, etc. Ah oui. Suite à un contrôle de la DGCCRS dans cette agence, l'ancienne gérante m'a appelé, m'a dit Mathieu, écoute, c'est bon, j'en ai marre, ça t'intéresse de reprendre mon agence? Donc moi, je vois l'opportunité directement. Les collaborateurs qui étaient sur place avaient 10 ans d'expérience. Je me dis d'un côté, ça permet aussi de récupérer une agence avec du staff, entre guillemets. On reprend l'agence, on rase tout, on met la scène de la forêt. On met le concept, on met les méthodes, donc je renvoie les collaborateurs en formation. Même s'ils avaient cette expérience-là, il fallait qu'on les remette dans la méthode de chez La Forêt. Et puis on part d'une feuille blanche, on récupère l'agence avec 3 mandats. Aujourd'hui, à date, on a un peu plus de 35 mandats. En 3 mois d'activité, Ouais. on fait plus de 200 000 € de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, cette agence, elle est staffée à 7 collaborateurs, un responsable d'agence qui s'appelle Lou, 6 autres collaborateurs, plus une assistante. Donc là, tu as 2 points de vente qui t'appartiennent en propre, un en association. Comment tu gères le groupe? Déjà, on mutualise les coûts. Soit pas même pour les parcelles comme Se Loger, Bien Ici, Le Bon Coin. On va essayer de mutualiser les coûts pour justement diminuer le prix. Et puis derrière, l'objectif c'est, comme je te le disais tout à l'heure, c'était pas que je travaille pour la boîte, c'est que la boîte aussi travaille pour moi. Donc en fait, on va déléguer. Et dans la délégation, j'ai mis un responsable d'agence sur Savigny qui lui va manager les équipes aussi, orienter. Donc je fais des points continuellement avec ce collaborateur-là qui est Arnaud, ancien de Guy Hockey. Lou, responsable de l'agence de Saint-Pierre, qui lui du coup manage les équipes. Et puis du coup Samy et Zakia, qui sont mes associés, qui eux vont gérer les agences. D'accord, donc ça veut dire que par rapport à la première agence, celle de Savigny, quand tu l'as rachetée, et aujourd'hui, ton boulot c'est plus le même. Au début, forcément, tu es obligé d'être sur le terrain. Et je pense que pour avoir de la crédibilité pour toi-même ou aussi pour tes collaborateurs, il faut que tu produises. Et je pense que tu as cette partie-là, et heureusement que je l'ai fait, parce que tu as cette rentabilité-là qui permet justement d'avoir un bon équilibre entre ta boîte et les collaborateurs. Donc il faut que tu produises. Par contre, il faut vite sortir un peu cette casquette que tu peux avoir et de se dire « Ok, maintenant, comment je vais piloter ma boîte ?» Tu vas recruter, tu vas mettre des personnes en place pour justement les former et te libérer du temps. Et ce temps-là va te permettre de développer naturellement encore plus ta société ou tes agences. Ça peut être sur le point de vue marketing, parce que le marketing, ça prend du temps. Ça peut être sur le point de vue recrutement, parce que dès que tu as la tête dans le guidon, tu n'as pas le temps de recruter. Si tu dois faire une visite, si tu dois faire un rendu d'estimation en même temps, comment tu vas faire pour recevoir des candidats, etc. Donc en fait, il faut justement le plus tôt possible pouvoir déléguer à des tâches importantes dans ton agence. Et donc du coup, en déléguant tout ça, toi, ça te permet d'avoir du temps pour pouvoir lancer aussi la gestion locative, exactement. Fin 2023, on lance la gestion dans l'agence de Savigny-sur-Orge. Pour donner aussi l'info, en 2024, du coup, lors de la reprise de Chili Mazarin, on crée en même temps, donc 2 créations. En 2023, Savigny-sur-Orge, la gestion. 2024, la gestion sur Chili Mazarin. Donc 2 pôles distincts. En 2023, on crée la gestion. Je vais faire un prima location. Donc je me forme continuellement à ça. Je fais des formations aussi avec les partenaires pour les logiciels de gestion. Moi, je travaille avec ICS, qui maintenant est Spirit. Ouais. Et on se forme à ces éléments-là. Je mets la gestion en place. Mon assistante, qui était sur Savigny-sur-Orge, je lui pose la question de savoir si ça l'intéressait de faire de la location. Parce que c'est vrai que c'est difficile de pouvoir et faire la gestion et faire la location. Donc la location, ça va être les visites, concession de dossiers, et tu as des lieux d'entrée ou tu as des lieux de sortie. Elle, ça, elle était partante. Donc on se délègue un peu les tâches. Elle a fait la point de vue location, moi je m'occupe de point de vue gestion. Et on fait ça pendant… pendant 1 an et demi pour avoir l'équilibre financier pour embaucher quelqu'un? Pour embaucher quelqu'un, Ok. Exactement. Du coup, cette assistante-là est passée maintenant négociatrice locative. Donc tu as fait 2 pôles distincts, un pôle gestion sur Chili, un pôle sur Savigny et Saint-Pierre-du-Perret. Savigny, Saint-Pierre-du-Perret, on a tout regroupé sur Savigny-sur-Orge. Parce que comme tu es en association et que ce n'est pas le même actionnariat, c'est pour ça que tu as séparé. C'est pareil. Combien tu as de lots sur Chili et combien tu as de lots sur Savigny? Sur Chili, on a environ une 60aine de lots. Et là, sur Savigny, on passe un peu plus de 180 lots en gestion. En 2 ans? En 2 ans. Alors après, derrière, ces lots-là, il y a une méthode à aller les chercher.
Donc déjà, on a de la pige. Ouais. Alors la pige, c'est appel téléphonique. Tu as un gros marché à aller chercher et puis tu as du boitage, en fait, du porte-à-porte. Donc c'est aller chercher les clients. Et puis une fois que tu trouves une brèche sur un particulier, enfin un propriétaire bailleur qui a peut-être un lot, 2 lots, et bah, tu vas lui poser des questions et puis tu vas aller chercher s'il n'a pas d'autres lots à droite, à gauche. Et puis tu vas essayer de démandater des confrères qui ont des lots aussi également pour essayer de récupérer leurs lots, etc. Donc en fait, in fine, ça te permet de gonfler rapidement tes lots de gestion. Et aujourd'hui, à 180 lots, on est environ à 9 500, 10 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires, rien que sur la gestion locative. Est-ce que, de par la notoriété Laforêt, tu as des gens qui viennent pousser la porte en disant tiens, moi je cherche un gestionnaire. Est-ce que ça t'arrive? Totalement. Dans le service recrutement, déjà, tu peux déposer des CV sur la CV Tech de Laforêt. Donc, ce qui permet justement une diffusion complète de ton annonce. Et puis, tu peux aller piocher aussi dans cette CV Tech-là. Donc, pour aller chercher peut-être des potentiels candidats à ton recrutement. Laforêt aide vraiment sur ce point-là parce qu'on a une image de marque qui est super, qui est visible sur le point de vue national. Un Français sur deux connaît Laforêt. Donc, quand tu dis que tu travailles ou que tu veux postuler chez Laforêt, tout le monde connaît Laforêt. Tu as des lots de gestion qui arrivent tout seul? Ouais. Ouais, plein de fois, ça arrive. Bonjour, je vous appelle, je voudrais mettre en location ou je voudrais que vous gériez mon bien. Ok, ça marche. Et puis on lance le rendez-vous avec le propriétaire et on leur pose toujours la question de pourquoi, comment. En fait, j'ai tapé agence immobilière ou agence à Savigny-sur-Orge. Vous étiez les premiers, je suis tombé sur vous, je vous ai appelé direct. Les avis clients? Les avis Google, les avis clients, super important. On est passé de, quand moi j'ai repris l'agence, de 150 à peu près, 150, 160 avis Google à plus de 500 avis Google 3 ans après. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque dossier, à chaque accompagnement, on leur demande de pouvoir donner leur avis. Et plus tu vas augmenter tes avis Google, alors déjà l'algorithme Google va permettre d'avoir un meilleur référencement, et plus du coup tu auras une crédibilité pour les futurs propriétaires. Et quand tu as, je pense, 100 avis ou de l'autre côté tu en as plus de 500, tu n'as pas la même force ou la même crédibilité pour les clients. Donc, est-ce que tu as fait des challenges en interne pour pouvoir avoir le plus d'avis? Comment tu fais pour en avoir autant? Pas vraiment de challenge parce que je pense qu'avoir des avis vraiment vérifiés et qualifiés, je pense que c'est primordial. Je peux pas en avoir moins, mais avoir de vrais avis, entre guillemets. Donc non, on a mis en place avec Laforêt qui est un de nos partenaires, Opinion System. Ouais. C'est un logiciel qui s'intègre directement à notre logiciel à nous et qui permet, après chaque clôture de dossier, envoyer une demande d'avis sur le client. Puis après lui, il rebascule sur Google, sur d'autres sites pour que ça soit vu le plus possible partout. Pour recentrer et voir l'évolution, quand tu avais ton entreprise sur les marchés, ça faisait quoi environ en chiffre d'affaires? 200, 250 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord, ok. Et donc là maintenant, si on prend le groupe, les 3 agences, ça représente quoi en chiffre d'affaires? À 1,3 million, 1,4 million, à peu près, les 3 agences. D'accord. Et donc tout ça en 3 ans? En 3 ans, ouais. Okay. Après, il y a eu une grosse partie d'évolution, comme je te dis, parce que pour donner un exemple, Savigny-sur-Orge, quand je l'ai repris, elle faisait 220, 250 000 euros de chiffre d'affaires en moyenne. Bon, elle a fait des années beaucoup plus importantes quand c'était l'après-Covid. Bon, tout le monde connaissait, n'importe quelle agence pouvait fonctionner sur ça. Mais ouais, en moyenne, elle s'est arrêtée à 200, 250. Et aujourd'hui, tu vois, on clôture 2025 sur Savigny à plus de 900 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires rien que sur la transaction, rien que sur la vente. Et si tu fais log gestion avec? On passe à 1 million 100, 1 million 2, si je ne me trompe pas. En 3 ans? Sur une reprise de 200, tu fais 1 million 100 de plus. C'est ça, et on finit première de notre région. Et donc, donc là, tu es premier sur un point de vente? Sur un point de vente, sur Savigny-sur-Orge, on est premier de notre région sur l'année 2025. Très bien, bravo. Merci. Et puis derrière, c'est aussi une fierté pour les collaborateurs parce que plusieurs soirées sont faites par Laforêt, etc., des remises de trophées. Donc on a un négociateur aussi qui finit numéro 1 de notre région aussi également. Et l'avantage, c'est qu'on a toujours ce challenge de se comparer aussi avec nos confrères et de se dire j'ai l'agence de tel point qui a performé ce mois-ci. On va essayer de chercher encore plus qu'eux et puis eux, ils doivent faire la même chose avec nous. Surtout que tu es sur une région forte où il y a beaucoup de gros franchisés, beaucoup de franchisés importants. Et de très grosses agences qui marchent très 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 bien. Et si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Franchement, je pense que non. La seule chose que je changerais, c'est que je pense que j'arrêterais le marché plus rapidement et je me serais lancé plus rapidement dans l'immobilier. Ouais. Pour finir, est-ce que le fait de rentrer dans l'intimité des gens,
puisque forcément tu rentres chez eux Ouais. pour vendre les appartements ou les maisons. Est-ce que tu as des anecdotes, des choses rigolotes que tu pourrais nous raconter? Franchement, ouais, je pense que j'en ai une ou deux qui pètent pas mal. Je vais le cas, il y a à peu près 6 mois de ça. On a un propriétaire bailleur qui vient nous voir et puis qui nous dit qu'il veut vendre sa maison. On savait pas trop pourquoi au début, on a creusé et puis on a appris qu'en fait c'était un divorce. D'accord. On a les clés de la maison, ils nous confient les clés, etc. Pas d'indication de visite particulière ou autre. Du coup, on prévient toujours par mail et par un petit SMS pour dire qu'on visite à telle heure, tel jour avec le client, quoi. Et puis on arrive un matin et puis on a les clients derrière nous, on ouvre la porte. Et puis on a un monsieur qui était avec sa maîtresse. C'était assez gênant parce que du coup on peut pas faire la visite, on explique au client que visite annulée et puis on reporte quelque chose d'autre. Et puis derrière on a un peu ce devoir de conseil, mais bon on va pas trop expliquer pourquoi du comment à madame de pourquoi on a annulé la visite quoi en fait. Ok. Et tu crois, les divorces, c'est quelque chose qui arrive souvent dans les déclencheurs de vente? Totalement. Et ces dernières années, énormément. Là, depuis l'après-Covid, déjà, on a eu ce truc de se dire, on a beaucoup de Français qui ont voulu justement dire, allez, je change, j'achète, je veux plus grand, je veux un jardin, etc. Et je pense qu'on a eu des couples, justement, qui ont été peut-être un peu trop rapidement dans cet achat. Je dirais peut-être un dossier sur 4, c'est des divorces, en fait. D'accord. Donc, c'est vraiment énorme. Ouais. Et les gens zappent plus vite. Totalement. Ouais. Les 7 ans ne tiennent pas le coup, là. Parce Ouais. qu'en moyenne, c'est 7 ans, on dit qu'on garde un bien. Alors, et le problème, c'est qu'on a une tendance de l'immobilier qui fait qu'aujourd'hui, ces clients-là ont acheté un prix d'immobilier qui était super haut, avec des taux d'intérêt très bas. Et on n'est pas du tout dans cette relation-là aujourd'hui. Ouais, ça veut dire qu'ils vendent moins cher et s'ils veulent emprunter, ça coûte plus cher. Ouais, et puis j'ai carrément des clients qui doivent mettre de l'argent de leur poche. On est sur un divorce, on a un client qui a mis quasiment 40 000 € sur la table pour dire « Ok, je vends ma maison pour divorcer ». Ouais, mais on fait jamais de mauvaises affaires dans l'immobilier si t'es pas pressé. Ouais. Si t'es pressé, en général, c'est là où ça se passe pas bien. Totalement. Une autre anecdote? J'en ai une qui est plutôt marrante, celle-ci. On a une maison à la vente, consigne très particulière de la propriétaire. Fermez bien les portes, pas laisser le chat sortir. On les note, le collaborateur fait attention, c'est mon collaborateur Lucas justement qui fait cette visite. Puis d'un coup il m'appelle en panique Lucas et puis il me dit Mathieu, le chat il est sorti, comment on fait, etc. Et puis on est parti avec 3 collaborateurs à courir le chat dans plusieurs rues de la ville pour essayer de le rattraper. Et puis par miracle ça va rien s'est passé ou quoi que ce soit. Et puis on a remis le chat à la maison et puis tout a été bien. Et on a plein de petites anecdotes comme ça qui peuvent être super marrantes dans l'IMO. Eh bien, merci Mathieu, c'était super sympa. Avec un grand plaisir Bruno. Merci aussi d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur la chaîne. On aura d'autres formats de ce type. À très vite.